Bon, on va dire bonjour à Karim, je sais pas si tu es là. Et j'aimerais bien Bonjour, écouter. Mioub. Salut, on aimerait bien écouter un petit peu Shawiya Jack, parce qu'elle a commencé à ouvrir des lives et Ah, tout. ok. Et elle fait vraiment un bon travail. Et Attends. tu sais, tu connais que Shawiya, elle a rentré la première Ok. fois avec nous. Vas-y, bonsoir, Oui, je me Shawiya. rappelle. Bonsoir, chérie. Bonsoir Mioub, bonsoir Nina, bonsoir Karim, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, je voulais participer justement à ce qui se passe en France. Moi, je trouve vraiment désolant aujourd'hui que des jeunes qui sont nés, grandis en France, qui sont tendance à défendre cette idéologie et défendre ces textes qui dévalorisent la femme, qui manquent de respect à la femme, et surtout une injustice qui se trouve dans le Coran et dans la Sunna. Je pense que il est temps à toutes les femmes de se réveiller, de faire des recherches sur les textes, d'essayer de comprendre le but de ce genre de live, au lieu de se braquer et de commencer à faire des attaques personnelles autres. Donc, en tout cas, par rapport à ce qu'elle a dit, Humanité en France, sachant que je suis en France et je suis française, elle a raison, totalement raison, parce que on commence en fait à plonger dans cette idéologie petit à petit, parce que ça commence à grimper dans la loi française, et je pense que la France, ils se rendent pas vraiment compte du danger de cette idéologie. Et il faut vraiment commencer à s'inquiéter, parce que ce n'est plus possible d'adhérer et d'accepter cette idéologie dans notre société aujourd'hui en France. Ça, c'est une. Et puis, oui, vas-y, je t'écoute. Non, mais si tu attendais une réponse, moi je préfère que ta réponse vienne de gens qui sont français ou qui habitent en France, du moins. Moi, je risque de dire des bêtises. Voilà. Donc, et bonsoir Ali Babal, très heureux de te voir. Est-ce que tu es français, Ali Babal? Ouais. Donc tu es concerné, j'imagine Minamar aussi et Karim. Moi et Mehoub, on est... Ah non, mais bien sûr, mais de toute façon, je le vois dans tes lives, à chaque fois que tu ouvres tes lives en français, je suis vraiment choquée du nombre de personnes qui défendent la violence. Moi aussi, je suis choqué. Voilà, la violence contre la femme, l'esclavage, l'héritage, l'égalité, et vraiment, je découvre une facette des musulmans de France que je ne connaissais pas, vraiment, je tombe Est-ce que tu peux dire de certains musulmans de France, parce oui, que bien sûr, non, certains, bien sûr. les mots ont un sens. Et comme il a dit Mehoub, il y en a beaucoup qui ne le pensent pas, mais se sentent obligés de défendre l'idéologie et les textes juste pour camoufler le vrai sens en fait des textes en islam et dans la sunna. On dirait. Justement, j'ai une question par rapport à ça, vraiment, et je me la pose de plus en plus parce que peut-être que ma grille, de lecture, elle est biaisée. J'ai toujours pensé, j'ai toujours cru, et je continue à le penser, que ils font ça, donc ces musulmans-là, sunnites, font ça parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont été endoctrinés, parce qu'ils ont peur de l'enfer, d'Allah et tout ce qui s'ensuit. Mais je commence à penser que peut-être il y a une deuxième raison, peut-être que moi j'ai ignoré, et qui biaise justement mes conclusions. Peut-être qu'il y a comme une sorte d'esprit corporatiste, ou un sentiment de défendre la communauté à laquelle on appartient en défendant la parole d'Allah. Je ne sais pas ce que vous me voyez. C'est comme si j'appartiens à une communauté et cette appartenance, elle me procure du bien, comme toutes les communautés, j'imagine. Et donc, et cette communauté, elle se retrouve dans la parole d'Allah. Ça veut dire si la parole d'Allah n'est plus, la communauté elle-même n'est plus. Donc, si je défends la parole d'Allah et je défends le prophète, moi, je pensais que c'était en premier lieu parce que l'endoctrinement, parce que la peur, parce que plein de choses. Et les deux explications ne sont pas mutuellement exclusives. Mais je donnais beaucoup plus d'importance à la peur de l'enfer et la peur de Azraïl et la peur d'Allah lui-même et la peur du prophète qu'à ce sentiment d'appartenance à une communauté. Et peut-être que de ce côté-là, il peut y avoir un discours, voilà, je mets des guillemets, voilà, vous les avez vus,
Il y a des guillemets. Donc, il peut y avoir un certain discours qui, justement, renforce. Ça veut dire, au lieu de critiquer, par exemple, la religion, il va stigmatiser la population et il va avoir, peut-être même avec des relents racistes et socialistes, et il va renforcer encore plus ce sentiment d'appartenance à cette communauté qui va engendrer un effet contraire, c'est celui de défendre la parole d'Allah et du prophète encore plus. Tu vois, c'est tout un mécanisme, mais je vous dis, peut-être que ma lecture, elle est complètement biaisée. J'aimerais vraiment avoir votre avis à tout ça, sur ça. Ce que tu viens de dire est totalement vrai et c'est vraiment très important parce que on va pas nier qu'il y a une partie du racisme qui existe en France et surtout en fait les médias qui sont tout le temps en train de stigmatiser les musulmans sans parler de texte justement et du coup ça rapproche beaucoup plus les musulmans et en fait ils ont ce sentiment c'est peut-être même ça. C'est peut-être même ça qui engendre justement ces conversions dans certains quartiers ou dans certaines... Je sais, peut-être, je dis vraiment peut-être. Donc si vous avez des arguments contre ce que je viens de dire, c'est le moment de les avancer. En tout cas, pour ma part, c'est totalement vrai. Je sais pas si Ali pense la même chose, mais en tout cas, moi, ce que je reproche et ce que je ne comprends pas, pourquoi les médias français ou les politiciens français ne parlent pas de ces textes et de cette idéologie. Parce que justement, les musulmans, ça reste aussi des victimes de cette idéologie. Parce qu'il y en a beaucoup qui ignorent les textes, le vrai sens des textes. Tu le vois très bien dans les lives. Ils sont complètement ignorants, ils connaissent pas du tout les textes, ils connaissent pas le Coran, ils connaissent rien du tout. Donc ce que tu viens de dire est très important et c'est vrai. Donc si c'est vrai ce que je viens de dire, et je ne le sais toujours pas, voilà, je précise, si c'est vrai ce que je viens de dire, donc notre travail n'est pas complet. Et s'il n'est pas complet, donc il n'est pas bon. Ça veut dire, oui, on apporte la critique des textes, on apporte que des textes sans amalgame, sans essentialisme, on apporte cette critique acerbe et véhémente parfois, mais ce qui est nécessaire. On apporte cette lecture des textes et on met les prétentions de ces textes-là dans la réalité pour voir que ça ne fonctionne pas. Donc la prétention qui dit que c'est un texte divin qui est valable en tout temps et en tout lieu, qui apporte le bonheur ou je ne sais pas quoi, on le met sur la réalité, on le teste, et on voit que le résultat est complètement mauvais. Et si on fait ça, c'est peut-être pas complet. Peut-être que on doit aussi apporter de l'autre côté une communauté apostat, comme ça veut dire, je sais pas comment vous dire ça, pas communauté apostat, mais un sentiment d'appartenance à une autre communauté. Et quand je dis apostat, c'est avec la nouvelle définition. C'est pas la définition, c'est pas l'ancienne définition qui dit celui qui a quitté l'islam. Non, apostat, c'est celui qui a embrassé son sens moral et qui embrasse l'humanisme et la démocratie. C'est ça le nouveau sens de l'apostat. Et donc, en ce faisant, il y a un effet secondaire, il quitte l'islam. Donc je disais peut-être qu'il faut apporter aussi, ça veut dire une autre, pas un refuge, mais une autre issue. Si cette personne, par exemple, quitte l'islam, elle a le choix. Bien sûr. Il y a une autre communauté présente, celle des apostats, celle des humanistes, des démocrates, et qui est beaucoup plus ouverte. Peut-être qu'il va lui apporter beaucoup plus de bonheur que son ancienne communauté. Je sais pas. C'est un peu compliqué ce que je dis. Non, mais à partir de là, je vais me taire. Hein. Je vais plus couper personne. Je ferme mon micro. Voilà, je vous écoute. Ouais, je peux peut-être donner 2-3 éléments de réponse ici. Bonsoir à tous déjà, merci Jack de m'avoir fait monter. Excellent live hier, j'ai pas pu monter, mais c'était super. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que moi je pense pas qu'on devrait attendre de nos politiques et de nos médias de critiquer les textes et d'en parler sérieusement pour plusieurs raisons. La première, c'est un combat. Moi je comprends qu'on peut pas le mener seul. Et quand tu es un politicien et que tu mènes ce combat seul et que le peuple est pas derrière toi, c'est comme une démocratie, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire à part te faire des ennemis? Je me souviens, je crois que c'était Darmanin ou un autre il y a quelques années qui avait dit on peut pas arrêter les trafics de drogue à Marseille parce que ça voudrait dire 5000 morts. Est-ce qu'on est prêt à exécuter 5000 Français ou personnes habitant en France? Je ne suis pas sûr. Et de la même manière, tu peux pas déclarer la guerre d'un coup à l'échelle d'un État à une idéologie qui est dans cet État.
Donc c'est plutôt à nous citoyens, un par un, puis en groupe, d'en parler et d'amener cette critique. Et cette critique, elle a l'air bizarre, là, on a l'impression de choquer, de gêner les gens, mais c'est pas parce que c'est une critique méchante ou acerbe, c'est parce que c'est une critique nouvelle. Ça fait 1400 ans, l'islam renforce l'interdiction de la critique, la criminalisation de la libre pensée. Du coup, quand on la ramène, d'un coup, les gens ils sont choqués, ils comprennent pas. Et comme ils comprennent pas et qu'ils sont pas préparés à défendre, parce que l'islam n'a jamais défendu, hein. L'islam n'a jamais débattu, l'islam n'a jamais rapporté de la contradiction. Pendant 1400 ans, l'islam a exécuté. Ceux qui prétendaient comprendre ce que Allah aime et n'aime pas, ils ont exécuté les critiques. On a une liste de je sais pas combien de mecs, une quinzaine de poètes dans la Sira al-Nabawiyya, dans la biographie de Mohammed, qui ont commis le crime de critiquer Mohammed dans des poèmes. Rien d'autre. Donc la critique se fait exécuter. Donc ramener cette critique. Maintenant, les musulmans, ils sont pas équipés à la gérer. C'est pour ça qu'on arrive à des situations où tu as un mec qui arrive et qui commence à chanter, et tu as un autre qui arrive et qui dit oui, on peut tabasser ma mère, il n'y a pas de souci. Et donc c'est normal, c'est un processus normal maintenant, où il y a 20 ans, les mecs qui critiquaient, ils étaient seuls, hein. Les critiques d'islam, ils sont seuls. Maintenant, on commence à créer des comités, ça commence à se gérer. Il y a des gens qui sont éduqués, qui critiquent l'islam et qui ne sont pas psychiatrisés. On vient pas dire à un mec qui critique l'islam, il est kafir, il est complètement fou, isolez-le de la société, rejetez-le du débat public. Ça, c'est plus possible maintenant. Cette attitude, elle est ridicule dans une démocratie. Et c'est très bien. Du coup, pour éviter ce ridicule, il y a beaucoup d'apologètes, de maîtres à penser musulmans qui ont essayé de ramener le terme islamophobe pour exclure du débat public, encore une fois, celui qui critique l'islam. Mais pareil, on est en train de détruire cette idée d'islamophobie. Mais voilà, je pense que les éléments, je pense que c'est un travail de longue haleine qui vient à peine de commencer. C'est pour ça qu'on a l'impression que les médias en parlent pas, que le gouvernement en parle pas. Non, parce que c'est pas eux, ils pourraient parler de n'importe quoi. C'est à nous de faire mûrir ce débat, d'aider dans les cités les gens à avoir du vocabulaire, même d'aider les musulmans. Mais est-ce que tu penses pas on avance à tâtons et peut-être à l'aveuglette quelque part? Et donc on risque de faire des erreurs. Tu vois le truc? Oui, c'est ça. Mais c'est tout à fait normal. Tu sais, moi j'arrête pas de dire quand tu te lances quand tu montes ta boîte, quand tu déménages, quand tu changes de travail, tu sautes à pieds joints dans la rivière. Tu sais pas, elle est profonde comment la rivière. Mais tu es obligé de sauter à pieds joints dans la rivière. C'est ça. Oui, mais il y a déjà des gens avant toi qui ont sauté la rivière, qui ont monté leur boîte, qui ont déménagé. Tu peux aller voir. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Je vais aller voir, je vais aller lire les gens qui ont fait quelque chose avant moi pour comprendre comment ça s'est passé. Mais là, ce qu'on fait, je lis quoi? Il n'y a rien. Je vous assure, hein, peut-être Miho va me comprendre. Il n'y a rien. C'est-à-dire, nous, ce qu'on fait, je vais lire qui, moi, maintenant? J'ai l'impression que ce travail n'a jamais été fait. Et quand je dis j'ai l'impression d'avancer à tâtons, réellement, j'avance à tâtons. C'est pour ça que je prends beaucoup de précautions. Je prends mes distances, et malgré ça, il m'arrive de faire des erreurs et de les constater après, hein. Enfin, comme on dit en arabe, alhamdoulilah, c'est des petites erreurs, c'est pas des erreurs qui remettent en cause complètement là, ce qu'on fait, c'est des petites erreurs à gauche et à droite, mais on fait comment? Oui, Karim, oui. J'espère que ton micro marche. Bon, ouais, très bien. Bon, par rapport à... Je pense que si on prend par exemple les Algériens en France, en fait, en prenant l'islam, oui, l'islam est un problème. Pourquoi c'est un problème? Moi, je pense que derrière l'islam, il y a tout un pays derrière. Derrière chaque islam, ça veut dire l'islam pour les Algériens, il y a un pays derrière qui s'appelle l'Algérie. L'Algérie, 1962, il y a tout un pays, il y a toute une culture, il y a toute une identité, il y a toute une histoire, il y a tout un endoctrinement de ces dictatures-là pour former ces gens-là. Ça veut dire que chaque personne, quand tu as face à un musulman marocain, au-delà de l'islam, derrière, il véhicule une autre citoyenneté, une autre culture, une autre personnalité. Donc tout un cerveau qui contient beaucoup de choses, beaucoup d'endoctrinement et beaucoup comment ils ont façonné son cerveau. Donc chaque pays, tu prends un Saoudien, tu prends un autre, il y a une différence. Tu prends un Tunisien, c'est pas la même chose. Donc quand tu touches la première couche, qui est l'islam, là tu arrives à une seconde couche.
une fois, même, il quitte l'islam, il apostasie. Donc, un apostat marocain et un apostat algérien ne sont pas pareils. Donc, derrière, il y a toute autre chose derrière. Donc, c'est ce qui fait que chaque pays, il y a le côté islam, se repose ces pays-là, la légitimité de ces pouvoirs-là. Le Maroc, elle se repose sur l'islam, l'Algérie, elle se repose sur l'islam. Tous ces pays-là, les dictatures arabes, elles se reposent sur une partie qui est l'islam. Et elles font tout pour créer cet être humain depuis la naissance jusqu'à un certain âge. Et tout ça véhicule derrière tout ça. Donc parmi ces pays-là, qu'est-ce qu'ils véhiculent? Ils véhiculent ce qui est contre la modernité, contre l'humanisme, des valeurs qui sont contre l'humanisme. Comment faire, on va dire, c'est ce qui s'appelle le communisme islamique. Le communisme avec les frères musulmans, toute une façonnation, comment façonner. Mais Karim, c'est trop abstrait et à la limite de l'idéalisme, hein, ce que tu dis. Mais quand on regarde ces pays-là, ils ont reçu quoi comme culture et quoi à travers les ministères des Affaires religieuses, ministère de la culture, les plateaux de télévision, la politique, tout. Mais ça parle de quoi? Ça parle que de ça. À part celui qui fait un effort de s'en sortir. Mais quand on prend la majorité du peuple, ils ont ça comme culture, on va dire, comme citoyenneté. C'est ça qu'ils ont comme, on va dire, citoyenneté. Si on prend en général. Donc toi aussi. Mais moi, j'ai fait l'effort. Non, moi, j'ai pas cette culture-là. Parce que moi, à la maison... Si tu es algérien, tu as grandi en Algérie. Moi, à la maison, aussi. on éteint. Mais moi, à la maison, je regarde pas le NTV. Mais moi, j'écoute pas ces gens-là. Mais ta maison était en Algérie. Elle n'était pas ailleurs. Mais mon père, il a lu. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Tu es trop... je sais pas comment te dire ça. Tu es trop dans la généralisation. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme... C'est pas aussi simple que ça, quand même. Moi, je parle d'un pays. Un pays qui a mis au fondement. Quand on parle de l'histoire de l'Algérie, allez, tu as la vision historique de l'histoire de l'Algérie officielle. Il faut regarder l'officiel. Tu comprends, Jack? Quand on te dit qu'il y a 1 500 000 martyrs, mais ça, c'est la vision officielle. Mais est-ce qu'il y a contradiction en Algérie sur ce chiffre? Ben non. Mais ça n'existe pas en Algérie. Et tout le monde croit qu'il y a 1 500 000 martyrs. Je sais pas si tu comprends, Jack. Pareil, au Maroc, il y a toute une autre vision aussi. En Tunisie, il y a toute une autre vision. Mais chaque pays, il en a fait des vérités à travers ce qui s'appelle les appareils politiques d'un pays, les historiens, les intellects, ainsi de suite. Ils en a fait des vérités. D'accord, mais ça c'est le récit national, si tu veux. Mais... Oui, mais comment tu peux contredire ça? Comment tu peux... C'est en accordant de la liberté académique que ce genre de truc est contredit. Et ces pays-là n'ont pas, donc ils n'ont pas la liberté d'expression, et il n'y a pas la liberté académique, c'est-à-dire les historiens et tout le reste, ils ne peuvent pas faire leur travail. Mais en France, au-delà de la connaissance de l'islam, en France, par exemple, il y a des émetteurs, il y a des récepteurs. Non, mais en France aussi, il y a un récit national, Karim, qu'est-ce que tu crois? Mais justement, je ne le connais pas, je suis désolé, mais je suis sûr qu'il y a un récit national, mais il y a aussi une liberté académique. Les historiens, je pense qu'il y a des débats sur ça. Oui, moi, je te parle de la communauté algérienne. Juste finir ça. La communauté algérienne en France. Tu as une communauté, à peu près, ils ont véhiculé tout ça. Après, tu as ceux qui sont dans l'islam, oui, les émetteurs en Algérie, en France, ceux qui travaillent à travers derrière. Tu as les récepteurs de cet islam. Mais ces récepteurs-là, au-delà de ça, il y a toute une mentalité derrière. Il y a toute une façon. Par rapport, notamment aux valeurs de l'humanisme, par rapport à la démocratie, par rapport à tout ça. Donc, il y a des gens qui font ce cheminement. Il y a tout ça qui empêche ces gens-là de s'émanciper, de s'élever et accéder aux valeurs humaines. Il y a tout ça qui s'empêche. Ils s'empêchent mutuellement entre eux. Donc, les premiers qui empêchent, justement, l'islam en France, c'est un outil de les empêcher, justement. Je sais pas, Ali Baba, si il peut me contredire. Si par exemple un Algérien a grandi où il y a moins de cette communauté-là, il accéderait plus. Là où il y a toute cette communauté, c'est tout ça qui sont brigades.
C'est tout. Et l'utilisation de l'islam est un outil, justement. C'est le premier barrière. C'est-à-dire qu'on t'empêche d'accéder. On te projette l'islam pour t'empêcher de réfléchir, pour t'empêcher pour avoir des vérités fixes, figées, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'islam est un outil, parmi tant d'autres, d'empêcher les Algériens en France ou ailleurs, ou les Tunisiens en France, ou les Maghrébins en France, justement d'accéder à ces valeurs-là qui sont en contradiction avec les pays d'origine. Et chaque pays, il travaille sa communauté à travers la diplomatie et tout, et tout, et tout. Chaque pays, si on prend les imams envoyés, le budget des imams envoyés en France par l'Algérie, il faut aller chercher. C'est pas pour rien que l'Algérie a fait ça. C'est pas pour rien. Pour suivre sa communauté. Elle va la suivre et toujours travailler sur elle pour que elle lui échappe pas. Parce qu'une fois sa communauté, elle lui échappe, 7 millions, imagine, je sais pas combien il y a d'Algériens en France, si rien que la moitié accède à l'humanisme et outrepasse tous ces mécanismes-là qui bloquent le cerveau pour accéder à des valeurs humaines, à l'esprit critique, la rationalité, l'égalité, enfin, toutes ces valeurs-là, ils vont la propager en Algérie. Donc, il y a tout un travail derrière. Bref, c'est mon avis, hein. Amina? Oui, c'est bon. On t'écoute pas très bien. Je sais que tu es malade, donc Ouais, si tu te sens pas les forces de donner ton avis sur ce sujet-là, je peux comprendre. c'est un sujet très très intéressant. Par contre, je ne sais pas si on ne devrait pas passer au débat avec avec les musulmans parce que c'est. Ah oui, tu veux ta dose. Même malade, Ouais, tu veux ta dose. Ouais, il me faut ma dose. Bah vas-y, je te laisse monter une personne. Voilà. Les musulmans sunnites manifestent. Ah, aussi, un message pour les modérateurs, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de messages qui se répétaient vraiment plusieurs fois et le stylo n'a pas été enlevé. Donc je sais pas si ceux qui sont pas là ou. J'ai Donc, s'il enlevé vous plaît. quelques-uns, mais. Il y en avait Alors, surtout un, il m'a insulté, je sais pas combien de fois avec la même phrase. Au bout d'un moment. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors vous êtes d'accord avec lui, je suis un fils de paix. Là, je vais commencer à me poser des questions. Tu sais, je voulais juste dire peut-être un truc en attendant que quelqu'un monte. J'ai vu beaucoup de fois dans le chat et aussi dans les intervenants. Pourquoi vous faites ça? Vous manquez de respect aux musulmans. Et j'aimerais juste répondre très rapidement. Celui qui manque de respect aux musulmans, c'est celui qui dit aux musulmans ne me crois pas sur parole et réfléchis toi-même et remets en cause ce que tu entends, ou c'est celui qui vient et qui dit aux musulmans tu dois croire sur parole des mecs morts il y a 1000 ans qui ont écrit des choses absurdes comme la terre c'est une baleine, ou Ibn Kathir qui a écrit que Mohammed il était contemporain à un homme qui n'a pas de bras, pas de jambes et la tête au milieu du torse. Voilà, qui se moque des musulmans? C'est nous qui respectons les musulmans et qui leur disons de se respecter, ou c'est les gens qui leur disent non, ne remets pas en cause. Mohammed, il est monté sur un âne avec un visage humain jusqu'au 7e ciel. Donc le travail, je souhaite insister ici pour les gens ici qu'on n'est pas là pour se moquer des musulmans. Ceux qui se moquent des musulmans, c'est ceux qui instrumentalisent l'islam pour leur propre intérêt. Dire aux musulmans d'utiliser leur esprit critique, c'est une forme de respect. Alors, je voulais juste insister là-dessus parce que je l'ai entendu 1000 fois. Bonsoir tout le monde. Moi, je voulais parler aussi. Attends, juste 30 secondes. Moi, je suis ici pour parler et parler librement. J'ai pas besoin de me justifier. Je parle de ce que je veux. Et moi, je vis en Norvège, même si je veux. Oui, je le fais pas. Je parle pas des musulmans. Mais si je veux parler des musulmans, je parle des musulmans. On le fait pas principalement, comment dire. Mais dans mon pays, oui, je peux le faire et je le fais si je le veux, si je veux. Alors, j'ai pas besoin de me justifier. Si quelqu'un il veut écrire quelque chose, il veut crier, il veut pleurer et tout, alors vous avez le droit de pleurer dans le chat ou bien monter et pleurer. Moi, je fais ce que je veux et je vais continuer à parler. En fait, de parler de Aïcha, Aïcha. En fait, il y a ça, mais c'est vrai que, je vous assure, hein, depuis que j'ai commencé à côtoyer un petit peu l'espace français,
Il y a cette volonté à tout prix de justifier absolument tout. Et on justifie, on justifie, on justifie. Et après, on commence à justifier la justification. Et après, on commence à justifier pourquoi tu as parlé avec tel. Mais c'est ça, je t'assure, Ali Baba. Peut-être que tu es toi en plein dedans, tu t'en rends pas compte. Mais c'est n'importe quoi. Et Mihoub a raison sur ce point. Par contre, là où je rejoins Ali Baba, Mihoub, et je suis pas d'accord avec toi, parfois c'est pas une justification. Parfois c'est juste une explication de la démarche elle-même. C'est-à-dire que tu partages avec les autres pourquoi tu as cette démarche. Et là, c'est pas une justification. Et je pense qu'Ali Baba, c'était plus ça. Ou je me trompe pas. Du tout, Mihoub. Et moi, je suis pas. Tu parles de ce que tu veux, et moi, je parle de ce que je veux. C'est pas du tout ce que je voulais dire. T'as tout à fait raison, Jack. C'est vraiment. Et je dis pas ça pour nous, hein. Je dis ça, et pas pour les gens qui écrivent dans le chat, mais pour les musulmans qui nous écoutent, que ça, tu sais, ça enclenche le cerveau un peu. Peut-être dans 10, 20 ans, ils s'en souviendront que quelqu'un a dit ça, tu vois. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, je voulais aussi parler de la notion de violence et de menace lorsqu'on critique l'islam. On est toujours... Vous êtes apostat, vous êtes athée, quoi? Oui, apostat. On est toujours menacé, ils nous demandent toujours c'est quoi ton adresse, t'es de quelle origine, on va te retrouver. Alors qu'en France, on a quand même une loi qui permet de blasphémer n'importe quelle religion, de critiquer tout ce qu'on veut. Et je sais pas pourquoi ils ont ce comportement-là. Et je crois que ça aussi, ça pousse les gens à avoir peur de pas dire ce qu'ils pensent, en fait. Et toi, t'as peur? Non, moi, j'ai pas peur, justement. Justement, c'est pour ça que je t'en parle. Mais qui parle, Mihoub? Moi, je vois rien. Butcher. Mais je le vois pas, moi. Ah, mais comme toujours, Jack, tu vois rien. Ah. Tu changes les lunettes. Non, je veux dire, je l'entends, mais je le vois pas. Oui, il est là. Peut-être que... J'ai entendu quelqu'un dire j'ai pas peur, mais je le vois pas. Ah, ok. Oh, ça... C'est subtil, je sais, c'est subtil. Mon message, il est justement par rapport à la notion de peur et de dire que... Ah oui, t'es en train de parler. Oui. T'as dit que tu avais pas peur. Ouais. Parce que moi, je te vois pas, c'est tout. Voilà, merci. Il a pas compris, peut-être. Ah, tu veux voir mon visage? Bien sûr. Ah bah avec plaisir les gars, moi y a pas de problème. Oh, bah par contre laisse-moi mettre un petit chapeau par contre que je sois beau. Bien sûr. Fais tes cheveux comme un chapeau, comme moi je le fais, tu vois. Arrête de frimer avec Dans 10 ans, il n'y a plus rien. Ça fait déjà plus rien, c'est pour ça que je mets un chapeau. Et je sais de quoi je parle, Ali Baba. Je suis passé par là. Oh. Salut tout le monde. Bonsoir. Non, je voulais parler de la notion de peur qu'il y a en France. Je sais pas pourquoi tout le monde a peur de dire ce qu'il pense face à ces gens-là. On est menacé, on est critiqué et ils veulent nous retrouver parce que on a simplement dit qu'on n'est pas d'accord avec l'islam, quoi. Et ça, j'aimerais faire passer le message de dire aux gens de pas avoir peur. Merci pour les messages. Par contre, le silence, répondez-moi. Non, mais c'est bien. Je suis pas habitué. Moi, je suis très impressionné, je dois te le dire. Pourquoi? Je sais que je t'ai un petit peu provoqué. J'avais même pas compris que tu me provoquais au début. Ouais, c'était un peu trop subtil. Parfois, je le suis un peu trop. Moi, j'ai compris. Même mes hobbies n'ont pas compris. Non, moi, j'ai compris. Ah, toi, oui, toi, tu comprends. Ouais. Mais en tout cas, je suis très heureux de parler avec une personne et de la regarder. Voilà, et de voir son visage et de la regarder dans les yeux. Parce que c'est toujours des échanges beaucoup plus appréciés, plus appréciables. Et voilà, on est des êtres humains. On a besoin de nous voir dans les yeux pour mieux comprendre. Oui, bien sûr, il faut se montrer de plus en plus de toute façon, parce que débattre derrière des visages fermés, c'est sûr que... Mais pour répondre à ta question, la peur vient de là aussi. Hein. La peur, parce que les mots ont une importance. Donc le mot comme terrorisme, sa base, c'est vraiment terroriser.
Ça veut dire, si tu n'es pas terrorisé, il n'y a pas de terrorisme qui s'exerce sur toi. Je le répète, hein, parce que, d'ailleurs, moi, quand je vivais en Algérie, moi, j'ai un petit problème, je vous le dis direct, hein. D'ailleurs, même ma femme me le reproche à chaque fois. J'ai pas de croyance en Dieu ou des fantômes ou je sais pas quoi, mais j'ai une croyance, celle des statistiques. Je suis un fanatique des statistiques. Donc, c'est les statistiques qui me rassurent, voilà, quelque part. À chaque fois, c'est les statistiques qui me rassurent. Et c'est exactement comme ça que j'ai fonctionné, même en Algérie. C'est-à-dire, même quand il y avait des attentats, les gens mouraient tous les jours et tout, je me disais, quelles sont les chances que ça m'arrive? Ben, statistiquement parlant, c'était très, très peu. Donc, ça m'apportait vraiment beaucoup de réconfort. Et en parlant de ça, eh ben, statistiquement, s'il y a très peu de personnes qui osent critiquer l'islam à visage découvert, il n'y en a juste que quelques-uns, ben c'est ça qui fait qu'il y a un climat de peur. Donc on ne peut pas reprocher qu'il y ait un climat de peur en ayant peur. Tu vois le truc? Alors que, je répète, en France, la loi vous protège. En Algérie, c'est un petit peu plus grave, mais en France, il y a la loi qui vous protège. Ça veut dire si, avec la loi qui te protège, il y a quand même un climat de peur que tu dénonces et que à côté, peut-être sans le vouloir, tu participes à ce climat de peur parce que tu laisses juste quelques personnes prendre tous les risques. Et bien sûr, s'il y a juste que quelques personnes qui prennent tous les risques, eh ben, leur vie, elle est merdique. Et donc, quand tu vas regarder, tu vas dire, ah, donc c'est ça, critiquer l'islam à visage découvert. C'est ça la vie qui m'attend. Non, c'est pas ça la vie qui t'attend. Ça, c'est la vie qui t'attend si tu fais partie justement de ces juste quelques personnes qui critiquent l'islam. Mais si tout le monde le fait et à visage découvert, ben, ça n'existera plus. Et ça ne peut plus exister. Parce que le fonds de commerce du terrorisme et de la peur, c'est vraiment terrorisé. Si tu ne l'es plus, il n'y a plus de fantômes. Tu leur coupes l'herbe sous le pied. Oui. Et ça, c'est très important, Jack. Moi, je le fais, franchement, hein. Dans notre life, par exemple, le stage, moi, je fais de la priorité pour les apostats qui montrent leur visage. Moi aussi. Je m'en montre cache pas, jamais. moi aussi. Parce que moi, ça sert à rien, parce qu'on est en train, bien sûr, de parler, de faire des échanges, des idées, mais aussi pour envoyer un message. Et surtout pour supporter le hadith sahih de Mihoub. Est-ce que vous le connaissez ou... On a oublié. Le hadith 106. Voilà, le hadith 106. Est-ce que vous le connaissez, Ali Baba? Moi, je connais pas personnellement. Viendra un jour où celui qui critique l'islam n'aura pas peur de montrer son visage et où celui qui défend la pédocriminalité du prophète aura honte de montrer son visage. C'est un truc comme ça, non? Un truc comme ça, oui. Oui, mais tu l'as paraphrasé. Tu l'as paraphrasé. J'ai fait mon interprétation. Mais tu as oublié Sahih Mihoub, qui est rapporté de Jack Lefour, rapporté qu'il a dit à Minamor, qu'il a dit à Karim, tu vois, la anana, tu as oublié la anana du film. La chaîne de transmission. La chaîne de transmission, ouais, c'est très important. Voilà. Merci, mes amis. Merci, Butcher. C'est bon, je peux enlever la caméra, je suis gêné là, il y a trop de monde. Oui, pas de souci, bien sûr. Oui. Parce que, bon, il y a Oumaima qui veut monter. Il faut, ok, merci. Bonsoir. Bonsoir, converti. Nadia, bonsoir. Ça va? Alhamdulillah. Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Comment s'est passé ton live? Juste 30 secondes. Oumaima, est-ce que tu... Ah, ok, elle sait qu'elle est là. Vas-y, Nadia. Comment s'est passé ton live lundi, je crois, c'est ça, si je me trompe pas. Il y a eu un live lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et je sais que... Le lundi, c'était spécial, ou je me trompe? Alors, c'était spécial un peu tous les jours parce que j'ai eu plusieurs cas. Mais il y en a un qui m'a vraiment marqué, en fait, c'est un musulman sunnite qui a défendu l'organisation des débats de mon live. À cause d'un intervenant qui... il a pris la parole en disant ici, c'est pas comme ça, en fait. Voilà. Il a dit, c'est un live où on critique l'islam,
où on défend l'islam, mais balle au centre, c'est pas possible. Et moi, j'étais choquée parce que en fait, on débattait. J'étais contre ses idées, il était contre les miennes. Moi, je m'expliquais avec lui pour concernant le mariage des petites filles en islam. Je donnais ma position, je parlais avec lui, et ça a montré justement une forme de respect entre nous, malgré qu'on soit pas d'accord sur les idées en fait. Et j'ai trouvé ça magnifique. C'était bien. Et après, après, tu te rappelles de son pseudo ou pas? Oui, c'est le cas. Le cas. Monsieur le cas. Le cas, à chaque fois que tu montes dans mon live, il devient fou. C'est pas le cas en personne. Le cas en personne, oui. Ouais, mais c'est... Ok. Incroyable. Et en plus, j'ai parlé avec lui, j'ai dit, mais pourquoi quand il y a Jack le Fou qui monte, tu te transformes? On dirait Dragon Ball Z GT. Je sais pas, on dirait notre personnage. Oui, parce que moi, quand il me parle, c'est... Ouais. C'est pas pour me parler de cette façon. Hein. C'est ça. Ouais. Peut-être que c'est moi qui provoque. Peut-être que c'est moi qui provoque ça. Ah, mais tu fais bien. Mais il arrive à me poser une question qui est pertinente. Il me dit, mais maintenant, je vais faire quoi? Alors, je vais être coraniste? Je sais pas. On discute pas pour que tu prennes des directions. Ça appartient qu'à toi. Voilà. Mais c'est bien qu'il y ait ces débats parce que ça permet de réfléchir, hein, de porter à réflexion. Moi, personnellement, ça me fait du bien aussi de débattre parce qu'en fait, je vois en face ce que j'aurais pu devenir et ce que j'ai évité d'être, justement. Voilà. Nadia, est-ce que tu comprends un petit peu l'arabe ou... Mais vraiment, les bases. De loin. De très très loin. De loin dans le noir. J'aurais pu apprendre l'arabe parce que j'étais dans des pays maghrébins, mais j'avoue, cérébralement, je suis assez feignante. je suis au Maroc, moi je continue à parler français, pareil quand je suis allée en Algérie. Moi j'aime bien dire l'algérienne, je sais pas si c'est de l'arabe, mais bon, on dit l'arabe. On est habitué maintenant de dire l'arabe, mais c'est plutôt algérienne. Non, moi je dis l'algérien, mais je dis pas l'arabe. Oui, moi aussi, je sais pas pourquoi, de temps en temps j'oublie. Je crois que c'est une expression française parce qu'il me semblait bien que mon grand-père, qui a une vraie tête d'Algérien, puisque mon arrière-grand-père était algérien, à Paris on l'appelait l'arabe. Hein. Très très bien. Ouais, donc avant, il y a 40 ans, 50 ans, il faisait pas la différence entre le Marocain, l'Algérien, le Tunisien. Voilà. Merci, merci Nadia. Oumaima, bonsoir. Je tenais à vous remercier beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si c'est le destin, s'il existe, mais en tout cas, je vous ai croisé. Ma vie, elle est en train de changer jour après jour. C'est en train de... Et franchement, ce que vous faites, c'est extraordinaire, c'est magnifique. La même chose, toi aussi, madame. Vous pouvez sauver des vies. Hein. Franchement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oumaima, bonsoir. Bonsoir. Alors moi je veux bien ouvrir ma caméra, mais je crois que j'ai pas. Je crois que j'ai pas le droit. Oui. Oui, tu n'as pas le droit, oui. Ah, tu n'as pas le droit. Bon, ok, bah c'est pas grave. Bon, je sais pas si tu peux pas ouvrir la caméra, mais est-ce que tu peux te décrire physiquement? Comme ça, on saura. Elle est très belle. Moi, elle est très très belle. Moi, j'ai vu ses photos dans sa chaîne, elle est... Merci beaucoup. Je plaisante. À un moment, il va couper sa caméra, Jaka. Ah, moi, je il va débarquer. Ah, je vais devenir modérateur. Moi, c'est mon objectif. Je deviens modérateur et après, je monte ma caméra et ouais, je participe. En fait, si je raconte une brève histoire. D'abord, j'ai commencé par Jacques le Fou. C'était du coup mon copain qui est français et qui parle que français qui a découvert Jacques le Fou et il a dit qu'il y avait Mihoub aussi qui parlait dans les lives et qui faisait aussi des lives en arabe que lui il peut pas regarder parce qu'il comprend pas l'arabe. Et après je suis partie voir les lives de Mihoub et à partir de Mihoub j'ai découvert toute cette sphère et honnêtement avant je me sentais extrêmement seule, j'avais l'impression d'être toute seule entourée de... Pour moi, arabe, c'était forcément musulman.
Et je me sentais vraiment, vraiment, vraiment seule et c'était quand même difficile à vivre. Et bah voilà, maintenant j'ai des amis, hein, j'ai une relation parasociale avec vous, en quelque sorte. Et en fait, est-ce que j'ai le droit de parler de quelque chose qui n'a pas trop à voir avec l'islam, mais plutôt avec le français? Juste, il y a quelque chose qui à chaque fois que j'entends ça, ça me fait vraiment, ça me fait bouillonner le sang et j'ai trop envie d'en parler. Le C'est français, la langue, j'ai pas compris. La langue, oui. Quand les gens ils montent, les Français, c'est-à-dire les Français autoproclamés marocains ou algériens, qui montent et qui critiquent les accents. Alors moi, je suis une blédarde. Tu sais, moi, tu sais que c'est spécifique en français. Dans les autres langues, j'ai jamais vu ça. Peut-être que je me trompe. Exactement. Mais quand quelqu'un, je sais pas, là où j'habite, quand quelqu'un parle en anglais, que son anglais est approximatif, les gens sont tous là à lui dire, ah, c'est bien les efforts que tu fais. Ou quand quelqu'un parle arabe, il est approximatif, on va lui dire, ah, il a fait l'effort. Et quand il parle kabyle, il fait des erreurs, on va dire qu'il va faire, il a fait des efforts. Mais donc, dès qu'il s'agit du français, on dirait que c'est, ah, t'as fait une erreur. On te tombe dessus. C'est bizarre. Mais j'ai pas le même sens, moi. Je pense, moi j'ai une autre expérience, Oumaima, parce que j'ai parlé avec même des musulmans français et ils m'ont dit, toi tu te prends pas comme un français. Pas de souci. Ils m'ont jamais critiqué. Ils m'ont dit, oui, toi tu fais des efforts de parler en français, mais tu te prends pas comme un français. C'est pour ça qu'on critique les blédards. Ah, ok. Oui, c'est ça. Ça veut dire, moi, je me prends pour un français, c'est ça? Oui. Non, mais je comprends pas, je trouve ça vraiment. En fait, c'est. Ils se rendent pas compte qu'en fait, qu'ils sont en train de faire. Ils ont une vision eurocentrique où ils pensent que le français, la culture française et par extension la langue française, elle est intrinsèquement supérieure à la langue arabe, alors que la langue arabe, c'est censé être la langue de votre religion, que vous devez justement espérer et vouloir et faire des efforts à apprendre. Et du coup, ils viennent là, ils critiquent l'accent de, que ce soit Jacques ou Foula et tout, qui parlent extrêmement bien le français, votre vocabulaire, vraiment. Moi, je vous dis, hein, les gens qui critiquent votre accent ou quoi que ce soit, ils peuvent même pas espérer parler, avoir un vocabulaire aussi élevé que le vôtre. Et c'est complètement stupide parce que normalement, t'es censé plutôt proclamer être arabe et vouloir parler arabe et trouver que l'arabe est supérieur au français. Mais c'est complètement ironique de venir critiquer. Et moi, ça va vraiment... Enfin, à chaque fois, ça me pique dans les lèvres de Karim ou que ce soit les lèvres des Jack et tout. Mais à chaque fois que j'entends ça me fait quelque chose. Du coup, je voulais vraiment, vraiment en parler. Donc, je suis désolée, ça sort complètement du sujet. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours dérangée. Et même les apostats et les athées dans les commentaires, des fois, ils peuvent commenter des fois des petites blagues un peu quand quelqu'un il me parle avec un accent, mais franchement il faut vraiment éviter parce que à partir du moment où une personne elle est un minimum bilingue, c'est déjà quelque chose, c'est très bien, enfin c'est bilingue, c'est pas pour n'importe qui. Donc vraiment moi je trouve ça... En fait, un des arguments musulmans, c'est tu peux pas critiquer le Coran parce que tu parles pas bien l'arabe. Mais y a personne qui te dit notre langue. Personne te dit tu peux pas critiquer la politique israélienne parce que tu parles pas l'hébreu. Tu peux pas critiquer la politique américaine parce que tu parles pas l'anglais. Mais personne n'utilise cet argument. Du coup, pour que ce narratif devienne pertinent, ils sont obligés d'utiliser l'argument dans un autre contexte. Et c'est pour ça qu'ils en arrivent à dire tu parles pas bien français. Pour normaliser l'idée que critiquer l'accent ou la manière de parler. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, mais du coup, ça veut dire qu'à partir du moment où toi, t'es français, alors déjà, c'est des Français avec des origines, hein, parce que moi, je suis née au Maroc, j'ai grandi au Maroc, donc je suis une vraie Marocaine, mais ces Français qui sont nés en France,
qui ont des origines arabes parce que leurs parents ou leurs enfin leurs grands-parents et tout, ils sont nés en Nord d'Afrique. Ils viennent et ils considèrent que dire à quelqu'un qui a un accent ou qui fait une erreur ou quoi que ce soit en français, c'est une insulte. Mais en fait, c'est un peu de la haine internalisée envers eux-mêmes. Ils considèrent que l'arabe, il est inférieur au français. Mais comment tu peux dire que vous êtes musulman? Normalement, l'arabe, c'est la langue du paradis, c'est la langue des vierges, des 72 vierges que vous allez rencontrer au paradis. Franchement, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours perturbée. Hein. Vraiment, à chaque fois que j'entends ça, ça me fait bouillonner le sang et j'ai toujours eu envie d'en parler. Et merci de m'avoir donné l'occasion d'en parler aujourd'hui avec... Oumeya, en fait, là, on parle en termes de valeur. Ça veut dire qu'il y a un problème de valeur. Oui, les valeurs humaines, oui, la langue française était une langue universelle 3 siècles. Donc les valeurs humaines sont, oui, la langue française a propagé les valeurs humaines pendant 3 siècles, à partir du 18e, 19e, 20e siècle. La langue anglaise, l'anglais, il transporte les valeurs humaines sur le 21e siècle. Donc le problème, il est où? C'est que les gens, ils font pas la distinction entre une langue et les valeurs. C'est-à-dire, tu peux avoir un Français qui croit avoir les valeurs humaines, il te critique par rapport à ton accent et ta langue, parce qu'il croit que c'est le français qui véhicule, qui font les valeurs humaines, et non les personnes. Donc, pour les Algériens et pour les gens qui, justement, issus, on va dire, d'identité arabo-islamique, là, il y a un autre problème. Ça s'appelle le complexe. Attends 2 secondes, mais attends, Oumeya. Oui, Oumeima. Quand les autres... je dis Oumeya. C'est pas du tout un lapsus, ça. C'est pas du tout un lapsus. Voilà, quand les autres parlent, si tu veux juste fermer ton mic, parce que on n'a pas bien entendu Ali, et là, on n'entend pas bien Karim. Merci. Justement, par rapport à ça, maintenant, pour les gens qui vivent en France, et qui ont un complexe, ça veut dire que par rapport aux valeurs, c'est qu'ils n'ont pas saisi que c'est pas la langue qui fait les valeurs, c'est pas l'ethnie, c'est pas la couleur, c'est pas ça. Soit tu as ces valeurs-là, indépendamment de ta langue, indépendamment de ça, soit tu les as pas. Donc les gens transposent ça à travers une langue. Et ça vient d'un complexe. Le complexe du colonisé. Parce que il va pas dire ça à quelqu'un qui s'exprime en anglais, juste en français. Par rapport à un Algérien, c'est le complexe du colonisé. C'est-à-dire, il vit en France, lui, il a pas ces valeurs-là. Il utilise la langue française. Et quand il voit quelqu'un parler en français, mais que l'autre personne, il parle avec son accent ou qu'il maîtrise pas très bien la langue française, mais il véhicule d'autres valeurs qui sont les valeurs humaines, il lui fait reprocher ça. Donc là, on est vers la différence entre la langue et les valeurs. Donc, que ce soit de l'autre côté des Algériens ou des gens qui se disent, comme toi, tu le dis, arabophone ou que ce soit aussi du français, que lui, il croit que c'est en parlant, maîtrisant la langue française que tu auras les valeurs humaines, on va dire que tu vas accéder à ce qui s'appelle, voilà, la monde moderne ou la modernité. Dans les deux sens. Merci. Pour rajouter à ce que vient de dire Karim, j'ai rien compris, Karim. Je veux juste dire qu'en fait, ouais, en fait, c'est vraiment une sorte de complexe d'infériorité, parce que... Ah, pardon. Vas-y, Oumy, parce que j'ai un bug. Voilà, mon micro, il est... Oumy, mais tu es marocain, toi, ou d'origine? Oui, moi je suis marocaine, oui. Moi je suis marocaine, j'ai grandi au Maroc. Hein. Tu es apostat? Oui, bien sûr. Je vais dire une phrase. Inna lil-nujumu inna ilayhim raji'un. Voilà. D'accord, mais est-ce que à une époque tu as dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Baraka frasco. C'est ça que je disais. Ah, donc tu n'as jamais été musulman. Ah si. En fait, bon, on peut pas dire...
franchement, à quel point on peut dire qu'on était, moi, je me considère pas comme toi, mais je veux dire, il y a des choses auxquelles j'ai complètement cru, hein, les tourments de la tombe, la vie après la mort, le paradis. Est-ce que tu as cru que le prophète Sulayman parlait avec les fourmis? Je suis désolé, cette histoire, J'étais même pas au courant. J'étais même pas au courant. C'est dans le Coran. Voilà, ceux qui savent pas. Mais vous savez pas vraiment... un tafsir obscur, ouais. C'est dans le Coran. Mais vous savez, moi, ce qui m'a... J'ai la dernière question. Laisse tomber les questions de Jack. C'est des questions bêtes. Oui. Jack ou Mihoub? C'est ça la question. Quoi? Oumaima. Ah, Giacomi, je peux pas répondre. En fait, j'ai une réponse, mais je suis désolée, je peux pas la donner. Oumaima, dis Tu peux dire Mina, comme ça tu crains rien. Voilà, Mina. Non, mais tu peux dire Mihoub, ça va lui faire plaisir et moi ça me dérange. Non, elle sentait Jack, tu vas dire Mihoub, c'est pour ça qu'il fait ça. Merci Oumaima pour écouter notre live. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez donné. Même si j'ai pas trop contribué à la conversation. Merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Merci. Bon courage. Bon courage. Quelqu'un peut me dire pourquoi les lives du samedi sont toujours tranquilles comme ça et le vendredi c'est intense? Il y avait plus de 3000 Jack. Arrête. Il y avait non, le live en lui-même. Et parce qu'il y a moins de monde, je pense. Il y a moins de débats. Je sais pas, c'est vrai, hein, c'est un phénomène. Non, même quand il y a des débats, je sais pas, je l'ai constaté. On donne tout le vendredi, après samedi on est chill. Pardon, Ali? Vendredi, c'est Salat el Jum'a. Ils sont motivés pour les Hassanat après, tu vois. Samedi, c'est match de foot, donc on est fatigué. Voilà, je sais pas, c'est bizarre en tout cas. Qui t'a fait monter, Mihoub? Warda, bien sûr. Ah, je t'ai interpellé. Ah, bravo. Super. Génial. Mais dites-moi, vous êtes entre vous là, en fait. Vous faites des monologues. C'est ça, non? Un peu quand même. Hein. C'est la vérité si je mens, non? Un peu. Bah, moi, personnellement, j'ai peur des monologues à plusieurs. Oui, non, mais quand je dis monologue, ça veut dire que vous êtes entre vous, tout simplement. C'est que vous... Donc des monologues à plusieurs. Oui, bon, on s'en fout du terme. On s'en fout de ce que tu dis. Ouais, lui, il est mort de rire, là. Mais, oui, mais bon, vous êtes vraiment frustré, vous faites de la peine, en fait. Mais je tiens à vous dire, avant que vous me bloquiez, je vous remercie quand même. Je vous remercie énormément. De rien. Vous parlez de l'islam, et qu'est-ce que ça nous va à nous? Allez-y, continuez, c'est parfait. Parlez de l'islam. Warda, vous êtes musulman chiite? Je suis ce que je suis. Je suis une terrienne. Terrienne? Ah, moi, je comprends pas le français. Explique. Ah oui, c'est sûr, avec ton accent, tu vas pas aller loin. Enfin, donc, bref. tu es terrienne, contrairement à d'autres qui sont racistes et qui sont haineux. Comme qui sont pas terriens. Et qui vous ils sont propagez la haine. Non, arrêtez avec vos conneries là. T'aimes pas mon français, Warda? Wallah, moi j'aime bien ton français. Non, toi t'es raté par contre. Toi t'es un musulman raté. Tu es frustré et tu as un mal-être profond, crois-moi. C'est évident. C'est vrai. Et est-ce que dire qu'il est raté, c'est propager la haine? Mais ne me sortez pas Aïcha, s'il vous plaît, laissez-la tranquille. Non, est-ce que dire à quelqu'un qu'il est raté, c'est propager la haine? Ah, tu l'as bien senti venir celle-là, hein? Ah oui, je l'ai vu sentir venir. Et en quoi ça change que le prophète, je ne parle pas avec toi. A épousé une fillette de 6 ans et l'a pénétrée à l'âge de 9 ans. T'as une voix de chétana, je parle pas avec toi. Oui, mais ça change en quoi que le prophète a épousé une fillette de 6 ans? Je ne veux pas parler avec toi. Voilà. Prépare la guitare, Jack. Allez, va dormir, va dormir. Pourquoi t'es monté? J'ai pas compris. Va te coiffer, va dormir. Parce que c'est moi qui t'ai fait monter. Quoi, pour aller dormir? Oui, il vaut mieux. Oui, va te coiffer, va dormir, va faire la vaisselle. Enfin bref, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que ce n'est pas bien ce que vous faites. Vous propagez la haine. Nous aussi, on t'aime.
Mais pourquoi, Warda? Wallah, moi, je te respecte et j'aimerais bien Mais tu ne me t'écouter. connais Pourquoi? pas pour me respecter. Tu ne me Mais connais pas. pourquoi tu veux Parce pas que le je parle du respect texte? est non négociable, Warda. Mais pas de Oui, souci, pas de souci. on le Tu peux sait. dire n'importe quoi, madame. Mais Tu pourquoi? connais, tu Moi, connais je cette parle. phrase? Tu connais Madame, cette moi, je phrase? parle des textes. Laisse-moi te dire une phrase, s'il te plaît. Vas-y, madame. Voilà. Yallah. Et tu rencontreras des gens, tu entendras des gens qui parleront de Allah sans la science, sans connaître la science. Tu connais ça? Voilà. La science dans l'islam? Oui, oui, bien sûr. Tu sais que la religion musulmane, c'est l'une des plus belles qui existent, une des plus tolérantes. Oui. Vous Est-ce que tu savez sais, ça? est-ce que madame Warda, est-ce que tu sais que le Coca-Cola est mentionné dans Allez, le ça Coran? y est, il recommence. Mais je te Non, connais, wallah, wallah, madame, Mais est-ce que tu arrête, sais que arrête. Va prendre des cours de français et essaye d'améliorer ton français, s'il te plaît. mais pas de souci, hein, je vais essayer avec vous, madame. Est-ce que vous savez que le Coca-Cola est Oui, mentionné tu as dans le bien, Coran? tu as bien, oh là là. Tu as bien Wallah. appris ta leçon? Wallah, madame, wallah. ما al-azim. تحلفش ما تحلفش حرام عليك والله لا ما Je تحلفش. te donne le verset? Non, بالعربية؟ j'ai pas besoin, tu verses la haine. Ton Non, verset, c'est de jamais, la hein. haine. Mais Est-ce que toi, tu Non, propages chut, l'amour? je veux pas Est-ce que parler de toi, tu mauvaises propages l'amour avec tes paroles depuis tout à l'heure? Moi, j'essaye de vous régler, en fait, le cerveau. J'essaye de vous faire comprendre que vous Très bien. déversez Une fois qu'on aura, du une fois qu'on vomi et aura, de la une fois haine. qu'on aura le cerveau réglé, est-ce qu'on va parler comme Non, toi? vous pouvez pas régler votre cerveau. Parce que je suis en face de gens qui propagent la haine. Et vous savez que vous êtes dans un pays où vous avez le droit de tout. Et ce n'est pas bien ce que vous faites. Vous êtes protégé, vous le savez pourquoi. madame, est-ce que je peux dire un verset, madame? Non, خلاص, Allez, il recommence à faire le scientifique. donne-nous un exemple Non, je d'une ne vais pas te parole donner. Écoute, qu'on a je vais pas te prononcée donner- qui Non, propage non, non. la haine. Toi- Et je te préviens, Non, tu si préviens tu de rien, échoues, toi. si Tu ne tu me préviens échoues de à rien. nous donner Non. une parole Tu qu'on a n'as prononcée pas- qui propage la haine, tu n'as c'est que pas quelque à me part, donner part, d'ordre. il y en a pas. Tu répètes ça juste parce que tu essaies de nous faire mal. Et tu fais de la diffamation. Non, moi, et tu je vous fais dis de que la vous êtes- calomnie. Est-ce Moi, que c'est je ce que vous tu dis- fais, Warda? Est-ce que tu Non, fais de la pas du tout. calomnie ou tu as Pas un du exemple tout. parfait Pas du d'une tout, phrase pas qu'on du a tout. Vous êtes prononcée entre juifs, qui là. propage la haine? Vous êtes entre juifs, vous apprenez le Coran pour le décortiquer. Entre juifs? Oui, et vous êtes en train de décortiquer le Coran et de sortir des versets et de les mettre à votre sauce. ce Et un n'est pas exemple, bien ce que vous faites. est-ce qu'on peut avoir Vous un êtes en train exemple? de- Vous êtes en train de heurter les musulmans et ça, Vas-y, c'est Miro. pas bien. Et en Madame tout cas- Warda, en tout cas, je vous remercie. veux pas te fermer le mic là, s'il te plaît. Je vous remercie. Merci, Parlez madame. de l'islam. Bon, je vais te lire. C'est Bon, bien. ferme Continuez. le Rab al-mic. Comme Bon, ça, il y a merci. plein de gens, Bon, qui vont se ferme convertir à le mic. l'islam. Alhamdoulilah. Bon, je te ferme le mic maintenant et je vais lire un verset coranique là. Parce que tu viens de dire, de parler de l'ayam, de parler de, je sais pas. Bismillahirrahmanirrahim. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يصلبوا وأن ينفوا من الأرض. صدق الله العظيم. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour traduire ce verset-là? Je sais pas comment ils l'ont traduit. Ah, tu veux traduire? Vas-y, Ali Baba. Allez, Baba, ça me fait plaisir si t'as. Vas-y. Je me souviens plus très exactement, mais ceux qui combattent Allah et son messager et qui sèment la corruption, leur récompense sera de couper leurs mains et leurs pieds opposés, et, ou l'exil. Après, je sais plus la suite. Non, et qu'ils soient bannis. Et qu'ils soient bannis. Ouais. Merci. Et ça marche avec un hadith sahih de Bukhari qui parlait de Bani Urayna. Alors là, ces gens-là, Ali Baba, je sais pas si tu connais l'histoire, ils sont venus au Médina là, et ils étaient convertis à l'islam. Ils restaient quelques jours au Médina là, et puis ils sortaient. Le prophète, il a dit que vous pouvez aller boire du lait des chameaux et tout. Mais ils ont trouvé Ra'i Amina, ils l'ont tué. L'essentiel, ils ont fait quelque chose avec lui. Oui. Moi, je vais le dire en arabe, Amina, et toi, Ali Baba, tu vas l'expliquer. قتلوا الراعي والراعي أرسل جيش بعدهم لما جابوهم واش دار بهم الرسول صلى الله عليه وسلم قطع لهم يديهم إلى كوبي لغنا وي قطع لهم يديهم أرجلهم ومن بعد سمر عيونهم وخلاهم يموتوا في الصحراء بالعطش. Vas-y traduire ça. Il y avait un groupe de gens qui sont venus se convertir à l'islam
en arrivant à Médine, ils sont tombés malades. Du coup, ils les ont traités et le prophète les a envoyés avec son berger et ses chameaux. Entre-temps, ils ont apostasié. En fait, ils n'étaient pas vraiment convertis, mais c'était juste voilà. Ils ont joué le jeu. Mais ils ont tué le berger et ils ont pris ses chameaux, ils les ont volés. Donc, il a envoyé un groupe à leur poursuite. Donc, ils ont coupé leurs mains, leurs pieds. Ils ont, comment on dit pour les yeux? Ils ont, Jack, aide-moi. Oui. Avec des clous chauffés, ils ont marqué les yeux. Enfin. Tu m'entends ou pas, Mina? Ouais. Ali Baba. Ouais, soit ils ont crevé, soit ils ont. Voilà, ils ont crevé les yeux, mais c'est pas crevé en fait. Ils les ont. C'est pas ça, c'est pas crevé. Peut-être aveuglés. Ils ont brûlé les yeux pour les aveugler. Avec des clous. Oui, on peut dire ça comme ça. Et ils les ont laissés mourir dans le désert, sans boire, sans manger et mourir comme ça. Juste, mais non, il faut préciser que c'est la sanction du prophète. C'est le prophète. Et ça, c'était la sanction du prophète, parce qu'on sait que pour le vol, c'est couper les mains. Ils ont tué le berger, alors oui, ils vont tuer celui qui l'a tué, mais ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est que voilà, ils les ont torturés, ils les ont laissés comme ça mourir dans le désert de soif, de blessures et. Voilà. Mais merci Warda que tu m'as poussé à raconter cette histoire-là de l'amour de notre sacré prophète et de Allah. Parce qu'il a écrit là, mais je plains ta famille, les pauvres. Parce qu'elle parlait de ma famille. Merci Warda, ma chère. Belle religion de paix et d'amour. Mais c'est bien que Warda, tu nous as donné l'occasion de parler de ça. Parce que on oublie souvent de parler de la paix et de l'amour qu'on trouve dans l'islam. C'est vrai qu'on parle beaucoup de mariage de petites filles, de la place que l'islam a réservée à la femme, de l'injustice, de et tout ça, mais on oublie ça. On oublie ces petits détails qui font toute la différence. Merci Amine. Bon, je précise. Chez moi, où il y a Mihoub, jamais je vais discuter avec les coranistes. Parce je vois qu'il y a des coranistes qui essaient de monter. Jamais. Quand je suis là. Hein. Vous pouvez essayer un autre jour, peut-être. Pourquoi tu parles pas aux coranistes, Mihoub? Parce que si tu perds du temps, parce que les coranistes, c'est 0,0001, ils ont aucune influence. Et là, ils viennent ici juste pour défendre, comment dire, l'avion qu'elle est en train de cracher. Parce qu'ils savent bien. Et là, ils font du sabotage, c'est tout. Et le musulman sunnite, il est vraiment content quand il voit qu'on perde notre temps, parce qu'il ne veut pas qu'on perde des textes. Et toi, tu es en train de parler avec le coraniste. Frapper, c'est pas frapper. Couper les mains, c'est pas couper les mains et tout. Mais ça sert à rien. Peut-être on va discuter avec eux après 3 ans, 4 ans. Qu'on va finir notre histoire avec Bukhari et Muslim. Là, peut-être qu'il y aura de la chance de parler avec eux. Mais pour le moment, jamais. Moi, je parle aux coranistes, mais jamais dans les textes. C'est-à-dire, je leur parle autant que c'est pourquoi le Coran est la parole de Dieu. Explique-moi, c'est quoi la différence? Comment tu crois? Pourquoi tu crois? Et qu'est-ce que tu en fais? Si maintenant c'est la parole de Dieu, qu'est-ce que tu en fais de ton Coran? Est-ce que tu vas faire des lois avec? Juste pour montrer sa stupidité, c'est tout. Et moi j'adore les gens de l'Est, là, comme Mohamed Salah. Là, c'est l'un des grands apostats qui connaît très bien le Coran, qu'il était au Azhar, qu'il était au Jamiat al-Saoud, l'université de Saoud en Arabie Saoudite, qu'il a des savants, qu'il était des étudiants chez lui. Maintenant, il fait des lives, il critique l'islam. Et lui aussi, il a commencé. Il parle jamais aux coranistes. Il les appelle Abu Khajlan. Il demande s'il n'est pas musulman sunnite, il fait descendre tous. Et il n'est pas le seul, là, tout le monde.
Parce que, et stratégiquement aussi, c'est très, très important. Parce qu'on veut quelqu'un qui nous aide. On veut qu'il allait parler avec les sunnites. Ils lui disent que frapper, c'est pas frapper. Que le prophète, il était jamais marié avec une petite fille. Que l'islam n'autorise pas le mariage des petites filles. On aime bien ça. Parce que de parler avec eux, c'est juste de perdre le temps. S'ils veulent vraiment du changement, il faut qu'ils aillent chez les musulmans sunnites. Bon. Déjà qu'on prend des gifles pour eux, autant qu'ils fassent eux aussi le travail, qu'ils aillent débattre avec les sunnites. On va pas faire tout le travail. En français, c'est un live en français. Aujourd'hui, je suis devenu un français là. Mon ami Biob, ça va, tu vas bien? Alhamdulillah. Écoute mon frère, je vais dire un truc devant 2600 personnes. Tu n'as pas honte? Pourquoi tu parles d'un verset coranique alors que tu sais même pas son contexte? C'est la honte mon frère. Wallah, c'est la honte.